Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin, tous les jours, à 12h30. Bonjour Christophe Aguiton. Bonjour et merci de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Surtout, vous êtes sociologue, militant syndical associatif aussi. Vous connaissez assez bien les mouvements sociaux. Le gouvernement, plusieurs responsables politiques appellent les Français, les gilets jaunes, à ne pas aller manifester demain. C'est quoi? Ils ont peur du peuple, selon vous? Je pense qu'il y a panique au sommet de l'État. Hein. On se rappelle tous de cette fameuse phrase de Lénine qui disait les révolutions arrivent quand ceux d'en bas n'en veulent plus de la situation et ceux d'en haut ne peuvent plus. Alors, on est un peu dans ce cas-là. Alors c'est pas une révolution, hein, je donne cette analogie-là parce que on voit bien à quel point ceux d'en bas n'en veulent plus et ceux d'en haut sont paralysés. Mais c'est vraiment ça qu'indique cette dernière séquence. Hein. Moi je suis absolument frappé par le fait que ce qu'a annoncé Édouard Philippe en milieu de semaine, c'est trop tard et trop peu. Hein. Donc ça ne peut évidemment pas satisfaire les revendications qui maintenant sont passées sur les terrains les meilleurs. Hein. Écoutez ce qu'ils disent tous, c'est le SMIC, c'est les retraites, hein, en finir avec la limite à 0,3% d'augmentation, et c'est l'ISF comme symbole des inégalités et de l'injustice. Et le fait qu'aujourd'hui le gouvernement tape sur l'ultra-violence, les appels au meurtre, ne venez pas manifester, il faut une union sacrée contre ça. Il y a une exagération, il surjoue le caractère... je ne sais pas comment ça se passera demain, samedi sera probablement une journée difficile, hein, mais ce qui est certain, c'est que la façon dont communique, disons, l'équipe gouvernementale, hein, au sens l'Élysée, le gouvernement et les députés de la République En Marche, c'est strictement ça. C'est une espèce d'appel à l'union sacrée et de peur du loup. Alors vous appelez justement demain à manifester pacifiquement. Vous avez publié une tribune aujourd'hui dans Libération, Attaque et Copernic. Vous y croyez? C'est possible? Quand le Premier ministre annonce qu'il y aura 12 blindés à Paris, un dispositif renforcé de sécurité, c'est possible une manifestation pacifique demain? Bon, déjà deux choses à dire. La première, c'est que cette tribune, le nombre de signataires nous a beaucoup surpris, hein, parce que c'est une tribune qui appelle en gros à des convergences entre mouvements pour ce qu'on appelle la justice climatique, c'est-à-dire en gros toutes les marches contre le réchauffement climatique et pour le climat, et puis tous ceux qui se battent sur la justice sociale, dont évidemment font partie les Gilets jaunes. Ce qui n'est pas une convergence facile, hein, mais c'était vraiment le point d'entrée de cet appel, hein, qu'on va relayer, je pense, très largement, mais elle a été signée bien au-delà de ce que nous pensions. Beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'artistes ou d'écrivains comme Chamoiseau, mais également de nombreux syndicalistes, dont Philippe Martinez, hein, qui signe une tribune qui pour moi n'est pas exactement sur la même tonalité que l'appel intersyndical, par exemple, qui est sorti de la réunion de jeudi. Et puis aussi des écologistes, hein, Bloom, hein, l'ONG spécialisée sur la défense des océans, qui n'est pas connue pour être des hyper radicaux, Cyril Dion, hein, qui a fait le film Demain et qui est lui aussi quelqu'un plutôt, disons, d'écologiste modéré. Tous ont signé cette pétition, ce qui montre qu'il y a une vraie compréhension que la justice sociale et la justice climatique sont inséparables d'une certaine façon. Donc maintenant, comment on peut faire dans la rue? Ça, c'est votre deuxième question. Et je voudrais d'abord dire que tout ne se limite pas à Paris. Ce qui nous frappe quand on fait le tour des villes de province, c'est que le nombre d'endroits où il y a des convergences à 2, voire à 3 acteurs. Ce que je veux dire, c'est que samedi, il y a 2 appels à manifester ou à bloquer, les Gilets jaunes, bien évidemment, et partout des marches sur le climat, hein, qui sont organisées depuis le 8 septembre. Enfin, vous connaissez cette dynamique-là. Bon. Mais aussi maintenant, on a des appels CGT ou intersyndicaux, et on a des villes où tout ça converge. À Montpellier, c'est une marche unique. À Rouen, les Gilets jaunes ont appelé à la marche verte pour que Gilets jaunes et Gilets verts se retrouvent. Hein. On a comme ça beaucoup de villes, Toulouse également, où l'UDCGT appelle à rejoindre les manifestations. Donc on a en province beaucoup de convergences, pas partout, mais dans beaucoup d'endroits, et là, ça se passera évidemment plus facilement. Le problème de Paris, c'est que c'est très grand, c'est le lieu du pouvoir, et puis c'est aussi un lieu où les Gilets jaunes n'existent pas en tant que tels. Hein. Il n'y a pas de Gilets jaunes parisiens. Hein. On sait tous que Paris, moins d'un tiers de la population roule en voiture, donc on n'est pas du tout dans la situation des petites villes dans lesquelles le mouvement des Gilets jaunes est particulièrement ancré. Donc on a ça. Et donc, on a plus de difficultés à organiser une convergence. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura beaucoup de manifestants avec les Gilets jaunes, je pense de façon pacifique, en tout cas je l'espère, et puis aussi beaucoup à la marche pour le climat qui aura lieu à 14h à partir de Nation. Une difficulté aussi parce que vous manquez sans doute aussi d'interlocuteurs, c'est aussi un des sujets des Gilets jaunes, il y a une pluralité d'opinions qui s'expriment, une pluralité de personnes qui s'expriment. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent? Vous connaissez bien les mouvements sociaux. Il faut une structuration ou est-ce que c'est pas nécessaire pour aboutir à un moment donné
à des discussions, peut-être à des négociations aussi. C'est pas indispensable. Ce qu'on voit dans la structure des Gilets jaunes, c'est quelque chose qu'on voit maintenant depuis longtemps. Nuit debout avait fonctionné un peu de la même façon, et les marches pour le climat également, hein, on y reviendra tout à l'heure, mais ce qui est très frappant, c'est que c'est aussi un mélange de vidéos YouTube, de réseaux du type Discord ou Facebook ou d'autres qui permettent de coordonner tout ça. Donc je ne suis pas, moi, un fan de l'idée que sans organisation, rien n'est possible. Ce qui est vrai en revanche, et ça renvoie un peu à ce que je vous disais sur votre question précédente, c'est qu'en province, dans les villes moyennes ou même importantes, les gens se connaissent. Hein, et donc appeler à une réunion en commun la veille de la manif ou jeudi ou mercredi, et beaucoup de réunions se sont tenues comme ça un peu partout. Par exemple à Montpellier, c'était hier soir et ça s'est très bien passé. Il y avait à la fois l'intersyndicale, des gens de la manif climat et puis des Gilets jaunes et de leurs représentants, parce que tous ces gens-là sont sur la même localité. Paris, c'est pas le cas. Hein, on peut appeler, je sais qu'il y a des gens qui se disent Gilets jaunes parisiens, c'est très bien, hein, j'ai absolument rien contre. Enfin, ça ne représente pas un mouvement réel, ancré, comme on peut le retrouver dans les différentes villes hors Paris. Et donc ça rend les conditions d'organisation plus difficiles sur Paris. Comment on sort de la crise? Comment on sort par le haut de ce climat tendu, climat social très compliqué aussi? Il n'y a pas de miracle, hein. Le seul responsable, c'est le gouvernement. Hein, bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de débordement, ça ne veut pas dire que les Gilets jaunes sont tous parfaits. Dans tout mouvement social, il y a le meilleur et le pire, hein, comme le disait François Ruffin. Mais ce qui est sûr, c'est que le gouvernement a la clé. Hein, bon. Et la clé, on la connaît. Hein. Il y a des revendications qui sont absolument essentielles sur le pouvoir d'achat. On nous reparle de baisse d'impôts. Pour quelqu'un qui ne paye pas d'impôts, je veux dire, ceux qui sont dans la rue, ils gagnent souvent le SMIC. Hein, ils sont à 1 145 € aujourd'hui, ou un tout petit peu plus. Ils sont souvent non imposables. Hein, bon, donc baisser les impôts n'a pas grand sens pour eux. Bon. Et on voit bien que les revendications qui cristallisent aujourd'hui le mouvement, c'est la hausse du SMIC, hein, et de façon significative. Hein, les Gilets jaunes parlent de 150 ou 200 €, ça dépend des lieux, bon, mais ça donne une augmentation de 10-15%, hein, c'est de cet ordre-là qui est demandé aujourd'hui. C'est la fin de la désindexation des retraites sur l'inflation, hein, puisque les retraités vont perdre 3,5% dans ces 2 années, 2019-2020, y compris ceux qui sont à 900 €. Hein, les seuls qui sont épargnés d'une certaine façon, c'est ceux qui ont le minimum vieillesse, mais pas toutes les toutes petites retraites. Or, on sait que les retraites, le point médian pour les retraites, c'est 1 200 € hein, dans ce pays. Et puis, l'ISF comme un symbole, évidemment, des injustices. Je pense que c'est les 3 marqueurs forts, et on va attendre de voir ce que Macron va nous dire en début de semaine, mais s'il n'y a rien qui bouge sur ces sujets-là, je suis assez inquiet pour la suite. Vous l'avez dit, il y a la marche pour le climat demain aussi, il y a certains endroits où il y a une convergence qui se fait avec les Gilets jaunes. Est-ce que c'est finalement pas l'écologie qui a été la grande oubliée de ces dernières semaines ? Oui et non. Ce qui est clair, c'est que c'est un mouvement qui est parti sur le pouvoir d'achat, sur l'injustice et sur une impression de relégation et d'oubli hein, dans beaucoup d'endroits, parce que les services publics disparaissent hein, dans beaucoup de villes et dans beaucoup de quartiers. Hein. Ce n'est pas qu'une affaire de ces territoires ruraux, hein, c'est aussi vrai dans les villes et les grandes villes. Bon. Mais quand on discute avec les Gilets jaunes, puis quand on voit ce qu'ils expriment, ils sont tout à fait conscients que la question climatique est importante. Hein. Bon. Ce qu'ils disent, c'est que ce n'est pas à eux d'être les premières victimes de ça. Hein. Bon. Et qu'il y a des tas d'autres choses qui pourraient être faites. Hein. Je donne 2 exemples. Hein. Bon, tout le monde parle du kérosène pour les avions et du fuel lourd pour les bateaux. Ce qui est vrai, c'est que le taux de soufre qu'émet aujourd'hui un tanker, hein, enfin un paquebot, un paquebot alors comme un cargo, c'est l'équivalent à 1 million de voitures. Hein. Bon, donc on a des choses qui sont impensables. Hein. Bon, et puis on voit que le gouvernement en fait fait l'inverse de ce qu'il dit faire. Hein. Bon, sur une mesure assez importante qui est l'isolation thermique des bâtiments, dont on sait que c'est une des sources importantes d'émissions de gaz à effet de serre. Et puis c'est aussi des conditions de vie très difficiles pour ceux qui sont en précarité énergétique, qui vivent dans des passoires thermiques. Le gouvernement a récupéré 800 millions sur cette enveloppe, hein, puisque vous savez qu'il y a une aide qui est donnée par une réduction d'impôts quand on isole ces maisons. Ils ont récupéré 800 millions en faisant sortir fenêtres, portes et autres cloisons des dispositifs parce que ça leur coûtait cher. Donc en fait, ils payent moins pour 2019 sur les questions d'isolation thermique qu'en 2018 ou encore moins qu'en 2017. Donc on voit une hypocrisie absolue et les Gilets jaunes le savent tous. Hein, donc on a vraiment là de quoi se mobiliser sur les 2 questions. Elle se situe où la juste réponse? On est en plein dans la COP24 en ce moment. Est-ce que c'est à ce niveau qu'on arrive à faire bouger les choses ou est-ce que c'est au niveau plus local? On a bien compris aussi que dans les différentes critiques et dans les différentes analyses qu'on a pu recevoir ces dernières semaines, il y a cette volonté de dénoncer aussi les aménagements du territoire où on éloigne les lieux de vie aux lieux de travail. Et donc il y a tout ça aussi qui est en question. Est-ce que c'est le niveau local la bonne réponse aujourd'hui à apporter à la question écologique? Ce qui est sûr, là ça demanderait probablement plus de temps que cette interview, c'est que les mécanismes de discussion dans le cadre des Nations Unies, hein, qui est l'UNFCCC, dans lequel ont lieu les COP, donc la COP 24 aujourd'hui, les mécanismes ont changé par rapport à ce qu'était l'accord de Kyoto, hein, ça nous remonte aux années 90. Hein, bon. Aujourd'hui, tout est basé sur des déclarations d'intention volontaire des États. Donc il n'y a pas une négociation pour dire il faut diminuer ci ou il faut diminuer ça. Les États arrivent en disant moi je vais faire ça.
Bon, normalement, il y a un effet cliquet. Une fois qu'ils ont dit ça, ils n'ont pas le droit de revenir en arrière. En théorie, parce qu'ils peuvent sortir de l'accord sur le climat, comme on vient de le voir avec les États-Unis d'Amérique, par exemple. Bon, mais c'est tout. C'est-à-dire, si un État dit, prenez l'Arabie Saoudite, moi, de toute façon, je vais brûler du pétrole autant que j'en veux, ils signent, pas de problème. Il suffit qu'ils annoncent ce qu'ils vont faire. Bon, ce qui est sûr, en revanche, c'est que, c'est quand même des moments de polarisation, y compris médiatique. Tout le monde en parle et c'est très bien. C'est les moments aussi où le GIEC, donc les scientifiques qui travaillent sur le climat, publient leurs conclusions, et celles qu'ils viennent de publier sont particulièrement alarmistes, elles montrent qu'on va dans le mur et que le réchauffement climatique a des effets, pas pour dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais dès aujourd'hui. Bon. Et on voit aussi que les États, même ceux qui se prétendent les meilleurs sur le climat, je pense à la France, ne respectent même pas ce qu'ils avaient dit. C'est-à-dire qu'on est sorti de la trajectoire annoncée en 2015 au moment de l'accord de Paris par la France. Il y a une réaugmentation des émissions de gaz à effet de serre en France, donc c'est vraiment dramatique. Et on voit que là, il y a en effet des choses locales à faire, il y en a beaucoup, mais il y a aussi une volonté politique. Reprenons cet exemple des incitations à l'isolation thermique, ou toute autre mesure de ce type, ou les aides qui pourraient être données au développement d'énergies renouvelables. Et on voit bien que par exemple des pays comme l'Allemagne, comme l'Autriche, comme le Danemark ont pu développer massivement les renouvelables grâce à des initiatives citoyennes. Mais là aussi, il pourrait y avoir des incitations fiscales. Donc il y a beaucoup de choses qui devraient être faites et qui ne sont malheureusement pas faites, en tout cas dans notre pays. Merci beaucoup Christophe Aguiton. Merci à vous.